Bonjour, alors aujourd'hui on va se payer une bonne tranche de cône. Avec ce théorème, toute conique non dégénérée s'obtient comme intersection du cône d'Apollonius avec un plan affine de R3 ne passant pas par 0. Ok, on va commencer à déchiffrer un petit peu l'énoncé. D'abord le cône d'Apollonius, c'est le cône d'équation x2 plus y2 moins z2 égale 0. On peut bien l'imaginer si on est dans un repère orthonormé, comme ici, quand on coupe par des tranches comme ceci, z égale k, eh bien on va avoir des cercles ici de rayon k, puisqu'on aura x2 plus y2 égale k2. Donc on a ça, et puis ici on a notre point O. Bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une conique non dégénérée? On verra ça au fur et à mesure. Avec un plan affine ne passant pas par O, bon, ça c'est assez clair, ça passe pas par ce point-là. Et un plan affine, on sait ce que c'est. Alors ça a été quand même une découverte dans la Grèce antique, où finalement on pouvait tout obtenir en se payant une tranche comme ceci dans le cône. Alors évidemment, vous le voyez, si vous êtes comme ça, vous obtenez un cercle, si vous êtes perpendiculaire. Ensuite, vous penchez un peu, mais pas trop, vous avez une ellipse. Ensuite, vous penchez, mais sans passer par haut, attention, comme ceci. Et là, vous allez obtenir notre branche parabolique, on va obtenir notre parabole. Donc là, on est parallèle à une tangente comme ceci au cône. Vous voyez, bon, par exemple, je ne sais pas moi, vous prenez y égale z, ça va être un truc comme ça, le plan y égale z, mais vous prenez une parallèle, parce qu'il ne faut pas passer par 0, d'accord? Donc par exemple, y égale z plus 1, voilà. Eh bien, là, vous allez obtenir une parabole. En effet, vous le vérifiez ici facilement, on remplace y par z plus 1, et on va obtenir une parabole en z et x. Bien, il y a élimination en fait, de y2. Alors, ensuite, on continue et on penche un peu plus sans passer par 0. Et là, on va avoir les deux branches d'hyperbole. On va avoir une hyperbole. Donc ça, c'est ce qu'on va prouver. On va prouver quelque chose d'un petit peu plus précis, vous allez voir. Ok, donc on va partir d'une conique non dégénérée. Ici, voilà son équation. C'est un polynôme. Pour l'instant, je n'ai pas encore donné les conditions sur le polynôme, mais pour l'instant, il est de degré 2. En gros, ABC ne sont pas tous nuls, sinon il ne serait pas de degré 2. Il est de degré 2, mais pas homogène. Voilà. Alors, égal 0. S'il était homogène, ce serait une forme quadratique. Donc, on saurait faire la classification. On a le théorème de Sylvester. Ben, c'est ce qu'on va faire. On homogénéise l'équation, mais on n'oublie pas que z égale 1, si on veut retrouver ici la conique de départ. Bien. Alors, ce que je vais appeler non dégénéré, maintenant, ça devient clair. C'est quand j'ai homogénéisé, ici, j'obtiens une forme quadratique. Donc, j'ai Q, cette forme quadratique, appliquée à x, y, z, petit x, petit y, petit z, doit être égal à 0. Et ce que je demande à cette forme quadratique, c'est quelque chose de très simple, c'est d'être non dégénéré. Voilà. Donc c'est vraiment une condition ouverte, puisque ça va demander qu'un déterminant, donc une fonction continue, soit différente de 0. Bien. Alors, quel déterminant? Ici, cette forme quadratique, dans la base canonique de R3, c'est ça a pour matrice A, B sur 2, D sur 2, B sur 2, C, E sur 2, et D sur 2, pour le ici, c'est symétrique, E sur 2 et F. Voilà. Donc, j'appelle S cette matrice symétrique, évidemment, et j'ai le déterminant de S qui doit être différent de 0, et ça va être ça, ma non-dégénérescence. C'est ça qui est raisonnable, on va dire, ça va nous apporter un peu les coniques que l'on veut, finalement. Alors, vous remarquerez donc que S peut être changé en moins S, sans que ça change l'équation, ici, de ma conique. Donc,
on change S en moins S, c'est pas grave. Donc, maintenant, ce que j'affirme, c'est que le théorème de Sylvester, comme c'est non dégénéré, nous dit que la signature va être soit 3, 0, la signature de S, soit 2, 1, soit 1, 2, soit 0, 3. Si c'est 3, 0, eh bien, c'est une forme définie positive, c'est-à-dire que ici, on n'aura pas de solution, parce que cette équation aura pour seule solution 0, 0, 0. C'est défini positif. Et donc, on ne pourra pas avoir Z égale 1. Pareil pour la signature 0,3. Donc il nous reste deux signatures, 2,1 ou 1,2. Mais quitte à multiplier par moins 1, ce qui est possible puisqu'on a des équations, c'est-à-dire que S peut être supposé de signature 2,1. D'accord? Donc je résume, soit S est de signature 3,0 ou 0,3, et dans ce cas-là, c'est même pas une conique. D'accord? Parce que c'est rien du tout, c'est l'ensemble vide. Bien. Soit c'est de signature 2,1, soit de signature 1,2, mais quitte à multiplier S par moins 1, on peut supposer que c'est de signature 2,1. Bon, alors la non-dégénérescence nous a permis de ne pas avoir à regarder des signatures plus scabreuses, hein, du style 2,0, 1,1, 0,2, 1,0, etc., etc. Bon, finalement, vous pourrez regarder vous-même ce qui se passe dans le cas dégénéré. Mais là, avec la conique, le fait que c'est une conique, hein, donc finalement quelque chose de non vide, non dégénéré ici, va faire qu'il existe une matrice de passage P, telle que P transposé SP, est de la forme 1, 1, moins 1. C'est le théorème de Sylvester, quitte à changer S en moins S. Bien. Donc maintenant, je vais appeler... Alors j'avais des variables petit x, petit y, petit z. Là, je vais appeler grand X, grand Y, grand Z, P-1 de petit x, petit y, petit z, hein, P est une matrice 3-3, inversible évidemment, et maintenant je remarque que x2 plus y2 moins z2, ben, grand x, grand y, grand z, hein, c'est égal à alors, ce vecteur ligne fois P transposé SP fois le vecteur colonne, hein, x, y, z. Donc ça c'est la transposée de P et vecteur colonne x, grand y, grand z. Mais ça, c'est petit x, petit y, petit z en transposé, donc c'est ça, fois S, fois, et ici, je retrouve petit x, petit y, petit z. Et ça, ben finalement, c'est ça, c'est cette ligne-là, donc c'est égal à 0. Bien. Donc, dans mon nouveau repère, j'ai trouvé ici une équation, et c'est l'équation de mon cône d'Apollonius. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder petit z égale 1. Eh bien, petit z, ça va être égal à 1. Donc, si j'appelle alpha, bêta, gamma la dernière ligne de P, je vais avoir alpha x plus bêta y plus gamma z égale 1. Puisque petit z sera égal exactement à ça, en passant P-1 de l'autre côté. Donc, finalement, quoi? Eh bien, ma conique de départ, quitte à changer de coordonnées, va s'écrire intersection du cône d'Apollonius avec un plan de R3 ne passant pas, évidemment, par 0, hein, par le point O, point origine. Voilà. Hein. C'est-à-dire que, plus précisément, il va exister un système de coordonnées de ce plan tel que la conique de départ, c'est le cône d'Apollonius, c'est exactement hein, celle-ci, avec cette équation, en changeant de repère, quitte à changer de coordonnées, eh bien, on va avoir que cette conique, ça va être exactement l'intersection du cône d'Apollonius avec le plan. Bien. Réciproquement, c'est facile de voir que toute intersection du cône d'Apollonius avec un plan qui ne passe pas par l'origine, par O, c'est une conique non dégénérée. Donc regardez vite fait, hein. Donc vous prenez x2 plus y2 moins z2 égale 0, vous voulez l'intersecter avec un plan, donc j'ai supposé ici que le plan pouvait s'écrire sous la forme z égale alpha x plus bêta y plus gamma. Alors évidemment, faudrait regarder le cas où x peut s'écrire en fonction de y et z avec un gamma. Y, c'est pas la peine parce qu'il y a une symétrie entre x et y, mais il n'y a pas
de symétrie entre z et xy. Donc il faudrait faire 2 cas en fait, je pense. Mais bref, plus gamma, alors ne passant pas par 0, c'est-à-dire que gamma est différent de 0, il faut montrer que c'est une conique non dégénérée. Donc on regarde l'équation de la conique, je remplace z par ceci, je vais avoir une conique de ce type-là, d'accord, avec petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, petit f, dont il faut vérifier qu'ici on a un déterminant non nul. Quand je vais calculer le déterminant, bon, c'est assez immédiat, il suffit de développer le carré de ça et de soustraire, et je vais avoir, en réécrivant ça, 1 moins alpha 2, moins alpha bêta, moins alpha gamma, moins alpha bêta, 1 moins bêta 2, moins bêta gamma, moins alpha gamma, moins bêta gamma et moins gamma 2. Voilà. Et ça, quand on calcule ce déterminant, on voit bien qu'il y a 1, 1 ici, et ici, vous allez avoir des multiples du vecteur colonne alpha bêta gamma, alpha bêta gamma, alpha bêta gamma. Donc finalement, les alpha bêta gamma ici, ils disparaissent, et on va avoir des zéros ici. Bon, de toute façon, vous pouvez le calculer, ce déterminant, et on obtient moins gamma 2. Et comme vous voyez, on voit bien que l'hypothèse ne passant pas par ρ devient importante pour que la conique soit non dégénérée. Alors maintenant, j'espère que ça vous donne des ailes et ça vous donne envie d'aller voir des choses un peu plus loin que les coniques. D'accord? C'est-à-dire, les coniques, c'était finalement des polynômes de degré 2 en 2 variables que l'on annule. Eh bien, on va regarder des polynômes de degré 2, mais en 3 variables que l'on annule. D'accord? Voilà. Bon, là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, allons-y. Alors, on se lance. On va prendre une équation énorme, donc ax2, bxy, cxz, dy2, eyz, fz2, gx, hy, iz et j. On ajoute tout ça. Donc, on va prendre... Comment on va appeler ça? Si c'était une conique là, avec 3 variables, on va appeler ça une tonique, soyons fous. Alors, on a une tonique, et cette tonique, elle va être non dégénérée si on a le discriminant de la forme quadratique homogénéisée en rajoutant une variable t. Donc ici, on va avoir, bon là c'est homogène, mais là, il va falloir ajouter x, gxt, h, yt, i, zt et j, t2, évidemment, égale 0. Donc, on va regarder ça différent de 0. Ce déterminant-là, de la forme quadratique, le discriminant de la forme quadratique, évidemment, doit être différent de 0. Et cette fois-ci, eh bien, quand on va écrire t égale 1 et la forme quadratique égale 0, la forme quadratique étant non dégénérée, elle peut être de signature 4, 0, mais ça, on les limite parce qu'on veut que t soit égal à 1, comme tout à l'heure. 3, 1, mais c'est pareil que 1, 3, au signe près. 2, 2, ah, là c'est nouveau. Voilà. Donc il va y avoir en fait 2 cônes. C'est celui de signature 3.1 et celui de signature 2.2. Alors, si on veut s'imaginer ces cônes, eh bien, si le cône d'Apollonius de tout à l'heure, x2 plus y2 moins z2 égale 0, on peut l'imaginer comme des cercles qui grossissaient de façon proportionnelle, évidemment, à la dernière ordonnée, eh bien, là, on peut imaginer une boule qui grossit. Et là, un hyperboloïde a une nappe qui grossit. D'accord? Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, c'est simple, il reste le petit t égale 1 qui va devenir une combinaison linéaire de grand X, grand Y, grand Z, grand T égale 1, comme tout à l'heure. Et ça va nous donner un hyperplan affine qui ne passe pas par le point origine. Et maintenant, toute tonique va être intersection soit de ce cône-là, soit de ce cône-là. Voilà. Il va y avoir 2 cônes d'Apollonius, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Vous avez deux cônes d'Apollonius. Bon, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, donc, maintenant, à une tonique, on peut lui associer qu'un seul cône. On ne pourra pas obtenir, à partir d'une équation, comme ceci, on ne pourra pas l'obtenir à partir d'un cône d'Apollonius de type 3,1,
ou indépendamment avec un cône d'Apollonius de type 2,2. Et ça, c'est à cause de Sylvester. C'est à cause du théorème de Sylvester. Voilà. Hein, il va vous associer un unique objet. Hein. Bon, il faut bien comprendre hein, que ces choses qu'on a appelées des toniques, une tonique comme ça, on peut lui associer par le théorème de Sylvester qu'un seul cône. Voilà. D'accord ? Alors, finalement, à quoi on a touché pendant cette vidéo? On a touché à ce qu'on appelle le projectif. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez un cercle et une parabole et une hyperbole. Bien, en fait, au niveau affine, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'application affine qui va nous envoyer ça sur ça, parce qu'il faudrait envoyer un compact sur un non compact. Mais, en revanche, une application projective, oui, on peut, hein, en envoyant ce point à l'infini, transformer ce cercle en une parabole. Voilà. Et finalement, c'est ça l'idée du projectif, hein, d'avoir eu un objet homogène sur lequel on obtient une famille de courbes, ici, en faisant bouger un plan qui ne passe pas par zéro. Bon, voilà, j'espère en avoir éclairé et j'espère avoir éteint personne.